Hello, alors aujourd'hui je vais faire juste une petite vidéo très courte d'éducation pour vous montrer comment des gens qui passent notamment à la télé américaine sont d'une incompétence ou d'une malhonnêteté totale. Comme je le dis assez souvent, il suffit de regarder leurs graphiques qui illustrent leurs propos pour comprendre que déjà sur le graphique il y a des éléments contradictoires qu'ils ne veulent pas prendre en compte. Donc là on a un mec, je ne vais pas le citer pour éviter les emmerdes, qui veut absolument persuader tout le monde que l'or c'est extraordinaire, et donc maintenant il nous explique que l'or a surperformé le marché américain avec les dividendes inclus sur les 25 dernières années, et qu'il y a très peu d'institutions et d'investisseurs privés qui en possèdent. Et donc il nous fait un beau petit graphique comme ça, ce qui est assez fantastique. Alors déjà, je ne sais pas comment il obtient son 550, on va aller voir. Je ne sais pas comment il obtient ça sur bar chart avec l'ETF GLD, puisque l'ETF GLD démarre en 2005. Mais ce n'est pas ça le propos. Je vais vous montrer à partir de quoi il démarre son raisonnement. En fait, il démarre son raisonnement sur le point le plus haut du Nasdaq, qui est la bulle Internet, et le point le plus bas de l'or sur les 40 dernières années. Voilà, ça c'est ce qu'il fait. Puis après, il bâtit un raisonnement. Alors je vais vous montrer comment. Donc ça, c'est arrivé, ce graphique est valable que quelques mois avec ses points de départ, et je vais vous faire l'opposé de ce graphique, c'est-à-dire un démarrage au pire pour l'or. Et puis après, on regardera un démarrage au mieux pour le Nasdaq, c'est en 2009. Le pire pour l'or, c'est en 2011, le point haut. Et le meilleur pour le Nasdaq, c'est en 2009, ici sur le point bas, après la crise immobilière. Donc, on va aller sur notre ami TradingView. Je vais d'abord vous montrer sur, comment ça s'appelle, sur MacroTrend, l'or. Donc ça, c'est le cours de l'or. Je fais démarrer au meilleur point. Voilà comment, regardez comment cette malhonnêteté... Sur 60 ans, 70 ans, il va aller chercher le point le plus bas de l'or en 2000 et il va dire « Ah, regardez !» Alors déjà, on va le regarder en enlevant l'inflation. Donc là, il a attendu une baisse de 60 en prenant en compte l'inflation. Et puis après, il dit « Voilà, on a fait juste que rattraper l'inflation. » Donc l'or, pourquoi personne ne détient? Parce que c'est une merde, vous le voyez bien sur ce graphique-là. Mais il a pris le point le plus bas, il a attendu le rattrapage et il dit « Ah, regardez, c'est fantastique. » C'est quand même assez fort de penser comme ça, et encore une fois on parle d'un mec qui a une renommée internationale. Donc maintenant on va faire un petit comment dire, donc là je vous ai mis deux choses. Et aussi, en fait les gens modifient assez souvent sur les graphiques les échelles à gauche et à droite. Il faut vraiment que vous vous méfiez quand vous regardez un graphique. Je sais qu'une partie non négligeable d'entre vous ont du mal à lire les graphiques, mais quand vous regardez un graphique, le point essentiel c'est de regarder l'échelle de gauche et l'échelle de droite. Et là je vous ai mis les deux options. C'est-à-dire, sur le premier graphique, il y a trois courbes. Il y a la courbe du Nasdaq, là, qui est en bar chart, depuis 2005, qui est le démarrage de l'ETF GLD dans le graphique du mec. Et ensuite, vous avez deux courbes de l'or. Vous avez une courbe de l'or avec une échelle à gauche indépendante. Donc là, c'est la courbe rouge. Donc effectivement, on se retrouve avec des graphiques qui se ressemblent. Seulement, le Nasdaq, il a fait 840% depuis 2005, alors que l'or en a fait 175%. Mais on se retrouve avec des graphiques, vous voyez, qui se ressemblent. On voit que l'or dépasse le Nasdaq ici, et puis finalement, l'or rejoint le Nasdaq. Mais c'est une illusion d'optique, c'est juste qu'il y a deux échelles différentes, et que c'est de la valeur relative et non pas absolue. Donc après, je vous ai mis en la courbe violette, qui est la courbe de l'or, qui est sur la même échelle que le Nasdaq. Donc depuis 2005, la création de l'ETF, vous voyez que ça fait 276% contre 840% pour le Nasdaq. Donc déjà, on n'est plus du tout au même délire. Mais maintenant, on va se mettre honnête. On va faire démarrer d'abord en 2009 sur le point le plus bas du Nasdaq pour comparer, et puis après sur le point le plus haut de l'or, donc le plus défavorable pour recomparer. Donc on va se mettre en 2009 comme ça. En fait, je suis en train d'ajuster à décembre 2008. Voilà, 2009, c'est un tout petit peu plus après comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1853% pour le Nasdaq, c'est là que 18 fois la mise, c'est là qu'on se rend compte de la puissance de feu, de création de valeur du Nasdaq et des grandes capitalisations et de la techno américaine, c'est assez phénoménal. Et pour l'or, nous avons 231%. Donc quand le mec s'interroge de savoir pourquoi les investisseurs privés... bah mec, c'est juste que tu es un gros con et que tu sais pas calculer, parce que quel est l'intérêt de gagner 200% quand on peut faire 10 fois plus quasiment sur les actions en 15 ans. Enfin, je veux dire, le graphique se passe de commentaires, les gens ne possèdent pas d'or parce que ça rapporte rien. Donc maintenant, contradictoire par rapport à son type de raisonnement, puisque monsieur veut jouer avec les extrêmes. On va prendre l'extrême de l'or en 2011.
le point haut, donc le point le plus défavorable, qui a duré que quelques mois. Encore une fois, on est en train de faire juste un raisonnement opposé au sien pour voir le pire après avoir vu le meilleur. Et puis on va comparer au Nasdaq. Quand on va se déplacer, là on voit le point violet, voilà. Le point sur l'or, hop là. Donc en août 2011. Donc l'or a gagné 93%. Ça me paraît d'ailleurs un peu bizarre. Ben non, on n'a pas gagné 93%, c'est parce qu'on démarre à 15. Voilà, j'ai ajusté. On a gagné 80% en fait, en prenant le pire moment de l'or, donc en 14 ans, 15 ans. Et le Nasdaq a fait 900, quasiment 1000%, c'est-à-dire qu'il fait plus de quoi? Il fait 11 fois, 12 fois la mise de plus. Si on retire 986 de 80, ça fait 900%, ça fait 9 fois la mise. Il fait 9 fois plus la mise qu'avec l'or. Donc voilà, on a une personne qui ne... Ce qui est fou en fait, enfin moi ça me paraît bizarre, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que le mec vient, il a une renommée, c'est un influenceur, un économiste, il gère des capitaux, il vend plein de trucs. Et le mec nous fait un raisonnement complètement loufoque, complètement délirant. Et puis il en tartine, hein, attention, le mec en tartine, comme tous les mecs sur l'or généralement, qui sont grandiloquents, qui sont complètement pétés du ciboulot, ils en tartinent des masses et ils essaient, c'est comme s'ils essayaient de nous prouver que la Terre est carrée, mais comme vous pouvez voir c'est graphique. Alors d'habitude ils prennent des échéances plus courtes parce que c'est moins visible, mais dès qu'on commence à rentrer sur du 15-25 ans, évidemment c'est extrêmement grossier, manipulatoire, et limite on se demande si le mec a un quelconque contact avec la réalité, mais il continue jour après jour, semaine après semaine, malgré l'évidence massive qu'il n'y a un seul environnement qui crée vraiment de la valeur sur les marchés financiers, c'est la techno et certains autres secteurs, mais ils sont assez rares. Mais le Nasdaq est le premier créateur de valeur au monde, c'est l'étalon. Je pourrais juste faire un bémol, puisqu'il faut l'intégrer, BTC a créé plus de valeur que le Nasdaq. Mais BTC est un truc qui ne représente rien, c'est juste une monnaie, et la monnaie, sa valeur dépend de la confiance de ses utilisateurs. Donc ce n'est pas un actif en soi qui représente une réalité économique et financière, c'est juste une référence circulaire humaine de confiance. Donc si on se contente d'analyser les actifs, le Nasdaq est numéro 1 depuis 40 ou 50 ans pour la création de valeur basée sur une réalité économique et financière. Et je ne comprends pas pourquoi des gens insistent pour essayer de faire croire que l'or, qui est une monnaie aussi, peut faire la compétition avec des entreprises qui créent des produits, qui vendent, qui font de la marge, qui produisent des dividendes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le crâne des gens pour en arriver à de telles conclusions aussi grossières, comme si la Terre était carrée, mais c'est un fait. Ces gens-là vous parlent à longueur d'année, et je pense qu'il faut quand même s'en méfier un petit peu, parce que c'est complètement fou en fait. Donc après, quand on regarde une monnaie, je répète, une monnaie ne conserve pas de valeur, personne ne met ça de la valeur dans une monnaie. Une monnaie est juste un outil pour acheter de la valeur, c'est donc un intermédiaire. Les actifs, obligations, matières premières, actions, conservent de la valeur. Les devises sont des outils de transaction. Donc l'or est un outil de transaction. Donc là, on peut le regarder juste sur un siècle sans l'inflation. Si on regarde le graphique avec de l'inflation sur un siècle, on voit déjà qu'il se prend... C'est pas parce que vous avez un étalon or que vous n'allez pas avoir des crises d'inflation, de déflation. Tout le monde veut faire croire aux gens que... Et encore, ce graphique est que sur un siècle, mais on peut remonter de 1800 à 2000, à aujourd'hui, en fait, sur 225, je crois qu'on a 250 ans sur certains graphiques avec l'intégration de l'inflation. Il arrive à intervalles très réguliers, tous les 30 à 50 ans, une baisse de 50 à 80% des prix de l'or. Une fois qu'on met en place, on divise l'or par le CPI, les prix de l'inflation. Après, il y a les cours anglais de la Banque centrale anglaise qui remontent beaucoup plus loin. Et on obtient toujours les mêmes phénomènes. Donc l'or en tant que monnaie est tributaire, comme toutes les autres devises de cette planète. Il n'y a aucune différence entre l'or et les devises fiat, contrairement à ce qui est dit. L'or en tant que monnaie prend des claques de 50 à 80% vis-à-vis de l'inflation, de la déflation, etc. dans l'histoire depuis 250 ans. Il y en a je ne sais pas combien de fois, et comme vous pouvez le voir, on en a déjà eu plusieurs fois de notre vivant entre 1980 et 2000. On passe tout simplement de 2500 à 500, donc on a bien nos 75 ou 80% de baisse. Et ce n'est pas un phénomène isolé, mais un phénomène récurrent dans l'histoire des 250 dernières années. Donc
il y a un moment, il y a une réalité avec des courbes, des prix, des machins, c'est enregistré, c'est chiffré. Donc il faut tirer des conclusions. Ça, c'est la réalité, les datas. Et puis après, il y a les délires mentaux de malades qui ne sont pas intéressés par la réalité, mais par une fiction auquel ils s'attachent. Et ces gens parlent très très fort et sont extrêmement dangereux pour vos patrimoines et vos décisions vis-à-vis de vos patrimoines. Donc moi, je fais cette vidéo pour vous rappeler ce que c'est que la réalité. Des devises, des monnaies en tant qu'outil, et de l'autre côté des actifs et du storage de valeur qui sont vos principaux partenaires, à moins que vous ayez envie de perdre. Encore une fois, ça, si vous avez envie de perdre et vous appauvrir, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je m'adresse à des gens qui ont envie de développer leur patrimoine et de s'enrichir. Mais il faut vraiment avoir bien conscience de ces fous. Ils sont complètement fous, ces mecs.